Bonjour, voici le cours numéro 8 du module droit de la construction, intitulé Le métier d'architecte, l'exercice de la profession d'architecte. Alors un petit rappel sur le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est celui qui conçoit l'ouvrage et veille à ce qu'il soit construit selon les plans et peut suivre les travaux, c'est-à-dire que le maître d'œuvre, c'est la conception et le suivi. Donc il trouve une solution à un besoin exprimé, il conçoit une œuvre, c'est pour ça qu'on l'appelle maître d'œuvre. Il gère les aspects techniques de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il la conçoit sur le plan formel, mais aussi sur le plan technique. S'il y a des aspects liés au génie civil ou autre, il doit participer à trouver des solutions dans ce sens. Et enfin, il a un profil d'architecte ou d'ingénieur. Quand on conçoit un pan ou une maison, on est obligatoirement soit architecte, soit ingénieur. L'architecte, maître d'œuvre en bâtiment. Alors, il y a plusieurs domaines dans lesquels des ouvrages de différentes catégories sont réalisés. On peut faire des ponts, des routes, des maisons. Et on fait appel à des maîtres d'œuvre qui ont différents profils. Ingénieur en travaux publics, pour faire des routes, ingénieur en génie civil, pour faire parfois des tunnels, ou participer à la conception d'un bâtiment. Architecte, ingénieur en hydraulique. Dans le domaine du bâtiment, alors l'architecte fait de la maîtrise d'œuvre dans le domaine du bâtiment. C'est appelé comme ça, le bâtiment c'est des constructions, on va dire, habitables. Les constructions où les gens peuvent rentrer dedans comme un immeuble de bureau, etc. Ça, c'est le travail de l'architecte. Maintenant, tout ce qui est pont, tout ce qui est domaine hydraulique, etc., on a d'autres ingénieurs qui font ça. Que fait un architecte diplômé? Un architecte diplômé, ça peut être un diplôme d'architecte délivré par les PO ou son équivalent ailleurs, peut avoir plusieurs voies pour exercer son métier en travaillant pour le compte de... C'est-à-dire qu'une fois l'architecte diplômé, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut travailler pour le compte de qui? Eh bien, ça peut être un maître d'ouvrage. Je peux être architecte pour une wilaya ou une OPGI, et je participe ici à la rédaction de cahiers de charges peut-être, je fais le suivi des bureaux d'études. Je peux être expert assistant à maîtrise d'ouvrage. Ça veut dire que je ne travaille pas pour le maître d'ouvrage, mais je travaille pour un bureau d'experts qui va aider le maître d'ouvrage à rédiger des supports tels que le cahier de charges, les règlements de concours, etc. Je peux travailler pour un maître d'œuvre ou être moi-même un maître d'œuvre, être un architecte concepteur. Je peux travailler pour une entreprise de réalisation. Aujourd'hui, les entreprises de réalisation ont besoin de plus en plus de personnel technique qui ont un profil comme architecte ou ingénieur. Et enfin, je peux travailler pour un sous-traitant d'une entreprise de réalisation. Quelle mission peut-il faire pour ces différents acteurs? Donc là, on a mélangé un peu les missions. C'est pas rédaction de programme ou de spécification technique de projet. Être l'interface entre les autres acteurs, c'est celui qui va jouer le rôle généralement entre le client et l'entreprise de réalisation s'il est dans la maîtrise d'œuvre. Suivre les prestations ou les travaux. Ici, quand on pense suivre les travaux, on pense directement au bureau d'études. Mais si on est du côté du maître d'ouvrage, on fait le suivi, y compris des études. Concevoir des esquisses, des plans, des détails de projet, si on est dans la maîtrise d'œuvre ou dans l'entreprise de réalisation parfois aussi. Donner son aval sur les projets. On peut, si on est dans la maîtrise d'ouvrage, donner son aval sur les propositions faites par les bureaux d'études. Donner son avis et conseil pour aider dans la prise de décision à tout. Quel que soit l'organisme pour lequel on travaille, l'architecte est souvent amené à aider les décideurs à prendre des décisions. Coordonner les missions d'équipe pluridisciplinaire. Eh ben, quand l'architecte est diplômé, qu'il sort travailler pour un acteur, il n'est pas entre architectes, il est avec des profils différents. Donc souvent, il travaille dans des équipes pluridisciplinaires. Et en général, il est amené à faire cette coordination. Enfin, lors de la réception des ouvrages et de la période de garantie, quand un ouvrage est fini, eh ben, c'est l'architecte qui donne un conseil, est-ce qu'on doit réceptionner ou pas. Et c'est sur cette base que les maîtres d'ouvrage prennent la décision de réceptionner ou pas l'ouvrage. Alors, et le métier d'architecte? Lorsqu'on parle de l'exercice de la profession d'architecte, on sous-entend l'exercice du métier en tant qu'architecte agréé. Donc, quand on entend exercice de la profession d'architecte, ça veut dire qu'on exerce en tant qu'architecte agréé. Ceci suppose que l'on exerce le métier en assumant de signer les œuvres que l'on conçoit. Si on est maître d'œuvre, c'est qu'on va la signer. Avec quoi? Signer une œuvre se fait avec un cachet que l'on obtient avec un agrément. J'ai un agrément, je peux me faire faire un cachet, je vais avec ce cachet signer mes œuvres. Cette procédure d'agrément permet aux architectes remplissant les conditions d'exercer, ce qui permet d'organiser la profession et de lui donner une assise professionnelle reconnue. C'est pas tout le monde qui peut exercer le métier d'architecte et concevoir. Il faut quelques petites conditions. Avoir un tout petit peu de maîtrise du domaine, et le fait de travailler avec un agrément
c'est une volonté de dire que seuls les architectes qui remplissent quelques conditions de base peuvent exercer, les autres pas. C'est un peu mettre de l'ordre dans la profession, c'est pas tout le monde qui peut signer une œuvre. Exercer en tant qu'architecte, quelles sont les conditions? Alors, l'exercice de la maîtrise d'œuvre est lié aux deux éléments essentiels. Premièrement, il faut avoir le diplôme d'architecte, ou un diplôme équivalent. Et il faut avoir un agrément remis par un ordre professionnel. Dans le cas de l'architecture, l'ordre des architectes. Donc, il y a pour l'instant, au moment où je fais ce cours, pour les ingénieurs en génie civil qui exercent dans le domaine du bâtiment, ils sont toujours soumis au ministère de l'Habitat pour obtenir leur agrément. Mais pour les architectes, c'est depuis 1996 l'ordre des architectes. Enfin, dans le cadre de l'exercice du métier d'architecte, la mise à jour des cotisations annuelles doit être faite pour pouvoir concourir ou soumissionner dans la plupart des cas. Lorsqu'on est architecte avec un bureau d'études ou avec un cabinet d'architecture et qu'on exerce la profession d'architecte, il faut être diplômé et avoir l'agrément, mais il faut aussi avoir la mise à jour. C'est-à-dire, si on est en 2021, il faut avoir ces deux conditions, plus la mise à jour de ces cotisations pour 2021. Si on exerce en 2022, il faut avoir la cotisation de 2022. Donc, la cotisation est beaucoup plus facile. Il faut payer un petit montant et on a la mise à jour. Alors que l'agrément, il faut quelques conditions pour l'avoir. Des trois, c'est la chose la plus facile. Un diplôme, il faut 5 ans pour l'avoir. Un agrément, il faut 18 mois et avoir un dossier pour le remplir. Alors qu'une mise à jour des cotisations, c'est aller verser les cotisations, on a le bout de papier. Donc, il faut le faire annuellement. Il faut savoir que pour l'année 2019, si je ne dis pas de bêtises, c'était autour de 12 000 dinars, la cotisation annuelle. La forme. Exercer en tant qu'architecte, quelle forme? Alors, pour démarrer son activité, l'architecte a besoin de choisir entre deux formes. Soit profession libérale, on appelle ça cabinet d'architecture. L'architecte agit en son nom, c'est Monsieur X, Monsieur Y, et n'est pas soumis au registre de commerce. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas soumis aux impôts, au fisc. Il n'est pas soumis au registre de commerce. Bureau d'études, personne morale, il agit au nom d'une entreprise, pas d'une entreprise de réalisation, d'une entreprise. Ça veut dire qu'on va agir au nom du bureau d'études X. Il ne fait pas avancer son nom et son prénom, il fait avancer le nom de son entreprise. Et puis il est soumis au registre de commerce. Donc, dans les deux cas, on passe par les impôts, on fait les déclarations le plus normalement. Bon, après les impôts, il y a des nuances entre les deux, mais il faut retenir que la principale différence, c'est que on est soumis au registre de commerce dans l'un et pas dans l'autre. Et deuxièmement, on fait avancer une personne morale dans l'un et son propre nom dans le deuxième. Alors, c'est quoi l'ordre des architectes, puisque l'agrément se fait auprès de l'ordre des architectes? L'ordre des architectes est une corporation, donc c'est un regroupement de professionnels composé des architectes qui exercent à titre professionnel. Ça veut dire les architectes qui ont reçu l'agrément, ils font partie de l'ordre, il n'y a pas de souci. Donc c'est un ordre qui a pour mission, quelles sont les missions? C'est-à-dire que les architectes s'organisent entre eux, et c'est nous qui devons créer l'ordre des architectes. C'est pas une main extérieure qui va le créer, c'est les architectes qui exercent qui vont le créer. Quelles sont les missions? Alors, élaborer et tenir à jour le tableau national des architectes. Alors, il faut savoir que si on est inscrit au tableau, c'est qu'on a l'agrément. Si on a l'agrément, c'est qu'on est inscrit au tableau. Maintenant, il y a une deuxième condition. Chaque année, le tableau est mis à jour, et si on n'a pas payé la cotisation, on n'apparaît pas sur le tableau. Par exemple, si on a payé la cotisation de 2019, on apparaît sur le tableau des architectes de 2019. Si on n'a pas payé celle de 2020, on n'apparaîtra pas sur le tableau de 2020. Et c'est important lorsqu'on veut décrocher des projets avec les organismes publics. Proposer le code des devoirs professionnels, donc un peu gérer l'éthique de la profession. Lorsqu'il est sollicité lors des architectes, contribuer au règlement des litiges entre un architecte et un maître d'ouvrage, par exemple, l'élaboration de termes de référence ou d'assister à donner des orientations pour des cahiers de charges, ou l'assistance au maître d'ouvrage. Et enfin, si on veut résumer tout ça, c'est représenter la profession et l'organiser. Ça, c'est selon quoi? C'est selon le décret législatif 9407, relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte. C'est un décret qui a été complété, mais qui n'a pas été abrogé. Exercer en tant qu'architecte, quelles sont les étapes? Je veux ouvrir mon bureau d'études, qu'est-ce que je fais? Pour démarrer son activité, l'architecte a besoin d'officialiser son travail auprès principalement des impôts. Je ne peux pas travailler si les impôts ne sont pas au courant que j'existe. Alors, un premier contact avec les services des impôts, lesquels? De la commune où est situé son local professionnel. C'est-à-dire, moi, mon local est dans la commune X, je vais au service des impôts de la commune X pour leur demander l'ouverture de mon soit cabinet, si je veux la forme libérale, soit bureau d'études, si je veux la forme commerciale, avec comme obligation un local et un agrément. Je ne peux pas ouvrir un bureau d'études si je n'ai pas de local et si je n'ai pas d'agrément.
Un contact avec les services du registre de commerce si je compte ouvrir une activité commerciale. Pourquoi? Parce que je vais leur demander un nom commercial et ils vont d'abord vérifier que ce nom n'est pas pris. Si le nom Y est déjà pris, eh ben, je devrais choisir un autre nom commercial. Donc le contact avec les impôts est une obligation, le contact avec les services du registre de commerce si c'est une activité commerciale. Maintenant, il n'y a pas que ça, ça c'est pour se déclarer officiellement. Les impôts, on va me remettre un certificat qui prouve que j'existe, un numéro d'identifiant statistique et une carte d'immatriculation fiscale. Le registre de commerce me remettra un registre de commerce si j'en ai besoin. Après, il y a une autre étape qui est importante au début. C'est pour démarrer, l'architecte a besoin d'officialiser son travail auprès des organismes d'assurance. Alors, le premier, c'est d'être assuré lui-même. Un contact avec la caisse d'assurance pour les non-salariés. L'architecte qui ouvre un bureau d'études n'est pas un salarié, c'est un patron. Donc il va être assuré à la case NOS. Ça, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on participera à un concours d'architecture, à un appel d'offres, on nous demandera de joindre l'attestation qu'on est affilié et qu'on est à jour de l'assurance CASNOS. Maintenant, si j'ai des employés, si j'ai une équipe, et bien éventuellement dans le cadre du recrutement, si je veux recruter, je vais me déclarer auprès de la CNAS qui est faite pour les salariés en tant qu'employeur, auprès de la caisse d'assurance, et je vais déclarer mes employés. Ça veut dire je vais d'abord avoir un numéro d'employeur, puis après je vais avoir des numéros pour mes différents salariés. Et ça aussi c'est important, si j'ai des salariés, eh ben, je devrais payer mes cotisations régulièrement. Ne jamais oublier que ces deux éléments, si je veux participer à des concours, il faut que je prouve que je suis à jour de mes cotisations. On ne me laissera pas prendre de projet si je ne suis pas assuré, et si je n'ai pas assuré mon personnel. Enfin, avoir une mise à jour en règle auprès de l'ordre des architectes, on a vu. Alors ça évolue au fil des ans, alors c'est en général entre 10 000 et 15 000 dinars ces dernières années. Ce n'est pas grand chose pour un bureau d'études ou pour un architecte agréé. Et ça permet de travailler le plus normalement du monde. J'ai commencé mon activité, ça y est, j'ai démarré. Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, l'activité d'architecte est basée principalement sur le fait d'avoir un plan de charge composé de divers projets. Pour décrocher les projets, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il n'y a pas de recette miracle. Après, participer à des concours ou des appels d'offres. En général, les projets publics, il y a quelques projets privés importants qui passent par des concours. Décrocher des projets auprès de clients privés, ça peut se faire. Les clients privés ne sont pas obligés de faire des concours ou des appels d'offres. Les promoteurs privés, par exemple, comme il y a beaucoup de promoteurs qui commencent à émerger aujourd'hui, beaucoup de gros clients privés, décrocher auprès d'eux des projets. Après, comment faire le contact? Bon, ça, chacun, il va de sa petite méthode. Ne jamais négliger les petits projets de maisons individuelles ou autres petits projets qui sont accessibles aux nouveaux architectes. Si vous êtes un nouvel architecte, eh ben, systématiquement, la commande sera principalement des petites maisons individuelles ou des petits projets. Et même lorsqu'on a un gros bureau d'études, eh ben, ça permet de bien finir le mois, d'avoir des petits projets comme ça. Et se distinguer avec le temps. On ne peut pas être bureau d'études comme tout le monde et puis avoir toujours du travail. Il faut toujours se distinguer par quoi? Par la qualité du travail. Sur quelle base on dit qu'il y a de la qualité du travail? Principalement des compétences des personnes avec lesquelles on travaille. Si vous avez une très bonne équipe, eh ben, vous risquez d'avoir de bons projets. Après, il y a toujours savoir présenter les projets, avoir de bons contacts, laisser de bonnes traces dans les projets qu'on fait auprès des clients. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui. Peut-être que se distinguer aussi par des choses qui font la différence. Avoir chez soi un ingénieur qui a une compétence pour les ouvrages complexes. On a de plus en plus de défis. Avoir des compétences environnementales, ça commence à être de plus en plus demandé. Donc avoir des compétences qui font la différence. Voilà, ce cours est terminé. Merci pour votre attention.